Quelles sont les difficultés auxquelles les assureurs ont été confrontés en investissant sur la zone CIMA? Enfin, pourquoi investir en dehors de la zone CIMA? Et si on devrait investir en dehors de la zone CIMA, comment on devrait le faire? Alors, le fameux article 335 du Code CIMA donne le catalogue des possibilités offertes aux assureurs pour investir les sommes qu'ils récoltent auprès de leurs assurés. Vous voyez, il y a 5 grands postes. Le premier poste, ce sont les obligations d'État et assimilées, avec un minima de 15% et un maximum de 50%. Le deuxième poste qui est particulier aussi, ce sont les liquidités, les DAT, où il y a un minima de 10% et un maximum de 40%. Et les autres postes, ce sont les obligations commerciales, les actions, les OPCVM, les droits réels immobiliers et les prêts garantis. Alors, quand on regarde l'exercice 2012 et 2013, selon les chiffres FANAF, on se rend compte que la plupart des assureurs investissent en liquidité. Donc les chiffres, vous voyez, que ce soit en 2012 ou en 2013, on est à 35, en 2012 on est à 34% de liquidité et en 2013 à 36%. Donc c'est relativement stable. La deuxième ligne qui est utilisée par les assureurs, ce sont les obligations d'État. Et autres obligations, on est à 23 et 24%. Ensuite viennent l'immobilier et enfin les actions. Alors, cette slide présente par pays de la zone CIMA. Le poste le plus important, vous avez vu tout à l'heure, c'était les liquidités. Donc on a essayé de regarder quelles étaient les liquidités dans les compagnies les actifs placés en liquidité en 2013 comparé aux actifs totaux des compagnies. Et on a regardé le taux en face. Vous voyez que on a 3 pays, les taux partent de 70% à 21%, alors que si vous vous rappelez, le maximum c'est 40%. Le minima c'est 10%, donc en moyenne on devrait être aux alentours de 20-25%. Donc le seul pays qui respecte le taux de 25% en moyenne, c'est le Sénégal et le Tchad, mais on se rend compte qu'il y a des pays comme la Centrafrique, le Gabon et le Cameroun qui sont au-delà de 40%. Pour information, le Cameroun et le Gabon sont quand même les deuxième et troisième marchés de la CIMA. Donc on voit que dans ces pays, on n'arrive pas à respecter les règles de dispersion édictées par le Code des assurances. Alors pourquoi? Quelles sont les difficultés auxquelles ont à faire face les entreprises face à leur placement? La première chose, c'est qu'il y a très peu d'offres. Sur le marché des actions, j'ai mis en place les dernières introductions en bourse qui ont été faites en 2014-2015. Et c'est assez particulier parce que si je prends le cas de BOA Burkina, il y avait une introduction en bourse de 6 milliards et la demande a été de 16 milliards. Le cas de BOA Mali, c'est pire, c'était 8 milliards 7 et ça a été 61 milliards. Et toutes ces actions ont été souscrites en un jour. Le président Dione, la première fois, parlait des assureurs qui se jetaient comme des affamés sur les papiers qu'ils étaient émis. C'est caractéristique de ça, c'est la particularité de ça. Je voulais parler aussi du cas particulier de Total Sénégal. C'est une société qui a été introduite en bourse en fin 2014, début 2015. Pour un montant de 3,4 milliards, il y a eu environ 24 milliards de francs CFA qui ont été demandés, donc il y a une sur-demande qui a été faite. Finalement, la décision qui a été prise par l'arrangeur, ça a été de dire, premièrement, on interdit aux investisseurs, entreprises, de participer à cette introduction en bourse, à prendre des actions. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on a limité les souscriptions aux résidents particuliers du Sénégal. Donc pour une bourse régionale, c'était quand même quelque chose de particulier. Donc ça résume ce que je disais tout à l'heure, très peu d'offres sur le marché des actions. Faiblesse de l'offre aussi au niveau du marché des obligations. Et alors là, ce sont surtout des obligations. Le marché, ce que l'on a, c'est surtout des obligations d'État, très peu d'obligations commerciales, ce qui fait que les entreprises d'assurance n'arrivent pas à jouer vraiment leur rôle d'investisseur institutionnel. Parce que le rôle d'une compagnie d'assurance, c'est de collecter de l'épargne et de transformer cette épargne et de l'investir dans l'économie. Or, ce qui se passe, c'est que la plupart des obligations qui nous sont proposées, ce sont des obligations d'État. Sur l'exercice 2015, la seule, sauf que sans me tromper,
obligation commerciale qui a été émise, c'est l'obligation Alios, pour un montant ridicule de 6 milliards de francs CFA. C'est vrai qu'il y a la possibilité maintenant qui est offerte avec les OPCVM et la plupart des LGI avec lesquels on travaille nous font des propositions, mais nous sommes limités dans les montants. Une autre difficulté à laquelle on fait face, c'est que vous avez vu que le principal actif dans lequel les compagnies d'assurance investissent, ce sont les DAT. Or, on assiste à une chute continue des taux des DAT. En Afrique de l'Ouest, un peu moins. En Afrique centrale, c'est pire. Les échanges sur la BRBM sont très faibles. Sur l'exercice 2015, vous voyez qu'on a en valeur transigée, il y a eu 559 millions de dollars, 559 millions de dollars qui ont été transigés sur le marché des actions et 467 millions de dollars sur le marché des obligations, soit un total d'1 milliard de dollars à peu près. Le nombre de transactions, donc 57 en actions et 58 en actions, 57 en obligations. Et il y a juste une seule nouvelle société qui a été inscrite à la cote de l'RBRBM. On a essayé de regarder ce qui s'est passé chez nos voisins, donc le Ghana et le Nigeria. On se rend compte que sur le Ghana, déjà en termes de valeur transigée, c'est 2 fois plus que la BRBM. Et en termes d'actions nouvelles inscrites à la cote, il y en a eu 4. Lorsqu'on passe au Nigeria, c'est 9 fois plus que la BRBM. Et sur les actions, les nouvelles sociétés inscrites à la cote, il y en a eu 7, 6 privées, 6 locales et 1 étrangère. Alors, lorsqu'on parle de placement, c'est surtout le placement des compagnies d'assurance vie. Parce que les compagnies d'assurance IRT effectuent très peu de placements. Donc c'est surtout les compagnies d'assurance vie qui effectuent des placements. Alors qu'on se rend compte que le taux de croissance de l'activité vie est beaucoup plus important que le taux de croissance de l'activité non vie. Donc c'est une vraie difficulté pour les assureurs aujourd'hui. Et les assureurs vie, nous avons des engagements sur du long terme. Nous avons des portefeuilles, des contrats que nous commercialisons avec nos clients. Lorsque c'est de la retraite, c'est sur des durées de 20 ans, de 30 ans. Si vous regardez, dans la plupart des marchés de la CIMA, l'âge de la retraite, périodiquement, augmente. En Côte d'Ivoire, on était à 55 ans, on est passé à 60 ans. Et avec l'allongement de la durée de la vie, ces âges ont forcément reculé. Donc nous avons des besoins de placement de long terme. Et on se rend compte que les offres qu'on a en face sont des offres sur des durations très faibles. Donc en moyenne 7 ans, maximum 10 ans, alors qu'on a des portefeuilles sur 17 ans et voire 20 ans. Autre point important aussi, c'est que la plupart des emprunts, donc ce sont des emprunts d'État, mais ces emprunts d'État sont utilisés soit pour rembourser des emprunts, soit pour payer des intérêts, soit pour financer le fonctionnement et pas d'investissement. Et donc là aussi, on se rend compte que l'assureur ne joue pas pleinement son rôle d'investisseur institutionnel. Alors pourquoi permettre, et ça c'est une adresse au régulateur, M. Charré, qui est là, que je salue, le tout nouveau secrétaire général de la CIMA, pourquoi permettre d'investir, pourquoi permettre aux assureurs agréés en zone CIMA d'investir en dehors de la zone CIMA? Alors, la première chose, c'est revenir à l'esprit initial du Code des assurances. Le Code des assurances, le Code CIMA est sorti en 1995, 20 ans plus tard. Et à l'époque, quand vous entendez le président Kagou, il était prévu que les assureurs aient la possibilité d'investir à l'étranger. À la fin, ça n'a pas été le cas. Je me demande si le cas de la dévaluation n'a pas y été pour quelque chose, mais je pense que ce serait bon de revenir à l'état initial, l'esprit initial du Code. 20 ans plus tard, les choses ont beaucoup changé. Les choses ont beaucoup changé. Il y a de plus en plus d'échanges entre les zones. Il suffit de voir déjà sur le secteur bancaire le nombre de banques étrangères qui sont venues. Et il suffit de voir aussi les groupes régionaux africains qui sont nés. Aujourd'hui, que vous prenez le groupe comme NCA, que vous prenez Activa, que vous prenez Saham, ou tous les autres, ils ne sont plus seulement en zone CIMA, ou même le groupe Sunu, nous sommes dans des zones, que ce soit au Ghana, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Guinée. Donc nous sommes, les groupes d'assurance régionaux commencent à sortir. Donc je pense que c'est une donnée qu'il faudrait prendre en compte, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et là aussi, la deuxième chose, c'est qu'il faut oser avoir une vision régionale. Et là, c'est un vrai challenge que vous avez en tant que régulateur
de pouvoir prendre le lead là-dessus et de faire en sorte que la législation soit adaptée à cette vision régionale que nous avons. Pourquoi aussi permettre aux assureurs d'investir à l'étranger, en dehors de la zone CIMA? C'est pour permettre aux assurés de faire bénéficier aux assurés d'opportunités que nous n'avons pas dans notre zone. Quand vous regardez tout à l'heure les demandes qui ont été faites face aux offres sur le marché des actions, mais c'est dommage que tout cet argent ne puisse pas être investi ailleurs. Autre chose aussi, c'est que cela pourrait permettre aux compagnies d'assurance vie, notamment, d'agir de façon prudente et de pouvoir faire de la gestion active-passive correctement. Nous avons des engagements sur une certaine durée, et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les placements que nous avons puissent matcher avec la durée de ces engagements-là. Ce que nous n'avons pas sur le marché de la zone CIMA, puisqu'on a vu que l'offre est très faible. Pour certains assurés aussi, et ça va devenir, les assurés deviennent de plus en plus complexes, et lorsque nous rencontrons des clients, ils nous demandent où est-ce que vous investissez, on leur explique ce que le catalogue de la CIMA nous permet de faire, mais ils commencent de plus en plus à demander pourquoi vous n'investissez pas dans telle zone, pourquoi vous ne faites pas ceci. Donc je pense que le fait de nous permettre d'investir en dehors de la zone CIMA pourrait permettre de répondre à certains besoins des assurés pour lesquels la localisation géographique de nos actifs est quelque chose d'important. Et ça permettrait aussi de dynamiser le marché, si on autorise les compagnies d'assurance à pouvoir investir dans d'autres compagnies d'assurance situées en dehors de la zone CIMA. Et là, je pense qu'en tant que régulateur, vous devriez être capable de prendre le lead là-dessus et de discuter avec les autres régulateurs. Et vous serez certainement un peu plus confortable à accepter que nous puissions investir dans des compagnies d'assurance qui sont situées dans des espaces qui sont contrôlés, dans des compagnies d'assurance qui sont dans des espaces qui sont contrôlés de façon aussi rigoureuse que ceux que vous faites sur la zone CIMA. Alors comment on pourrait permettre donc sortir de la zone CIMA? Comment? On pourrait par exemple limiter le taux des actifs autorisés, 15, 20, 30, 40, 50%, pourquoi pas. Lorsqu'on regarde les OPCVM, la législation leur permet du moins de pouvoir placer une partie de leurs actifs en dehors de la zone UEMOA, sous certaines conditions. On pourrait le faire aussi par le biais d'une déclaration ou d'une autorisation préalable de la direction des assurances pour que vous soyez à l'aise. On pourrait éventuellement inscrire un suivi de ces actifs placés à l'étranger dans le suivi, le reporting annuel que les compagnies d'assurance sont tenues de donner à la CIMA. Et dans un premier temps, nous, ce que nous pensons, c'est que nous pouvons permettre de sortir de la zone en allant d'abord dans des zones économiques plus grandes que la zone CIMA. Il y a deux zones naturelles qui existent, la CEDEAO et la deuxième, c'est la CEAC. C'est vrai qu'il y a certaines questions qu'il faudrait adresser. La première, c'est le problème de congruence, et la deuxième, c'est le problème de change. Mais il y a des outils qui existent qui pourront permettre de faire face à ces difficultés-là. Je vous remercie. Je voudrais immédiatement revenir en fait sur une interpellation qui nous a été faite par le président de la Bourse régionale, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs immobilières, avec qui nous travaillons depuis quelques années, notamment depuis la réflexion qui avait été ouverte sur les aménagements réglementaires à faire pour l'assurance vie. Donc, le secrétariat général de la CIMA est tout à fait favorable à ce que le groupe de travail en question soit remis en marche et que des discussions puissent permettre en fait éventuellement une modification réglementaire. Cependant, à notre avis, le premier problème n'est pas d'abord un problème de modification réglementaire. Le problème qui nous paraît le plus important, de même que les assurés ont besoin d'avoir une éducation financière au regard des questions qui sont posées sur le fonctionnement du marché financier, sur les titres et les actifs qui sont disponibles que les assureurs peuvent souscrire. À notre avis, il y a également un problème d'éducation financière des assureurs eux-mêmes.
Donc, je pense que le directeur de la bourse s'est porté fort de pouvoir assister tous les assureurs qui souhaitaient qu'ils viennent de façon détaillée en interne faire la présentation des produits qui étaient disponibles. Donc, il faut que nous tous ici, nous essayons en fait d'être mieux informés du fonctionnement de la bourse et des produits qui sont disponibles et que à chaque rencontre, les questions récurrentes ne se posent pas simplement parce qu'on n'est pas allé au-devant de la recherche de l'information. Je ne reviendrai pas en détail en fait, sur les principes en fait qui guident les placements dans les compagnies d'assurance. C'est un principe de gestion en bon père de famille. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc sécurité, rentabilité, liquidité, localisation, concurrence. Maintenant, il y a eu une dérogation par rapport au principe de la localisation qui autorise les sociétés d'assurance de pouvoir, dans d'autres États membres de la CIMA, faire des investissements à hauteur de 50% de leurs engagements réglementés. Tout à l'heure également, le directeur de la BRVM a clairement présenté, je me souviens déjà qu'une telle présentation avait été faite à la FANAF de Ouagadougou, où il avait expliqué qu'il travaille en collaboration avec les autres autorités, notamment du Ghana, du Nigeria, pour pouvoir avoir une bourse intégrée. Lundi, nous précisions que nous, au niveau du secrétariat général de la CIMA, nous sommes tout à fait favorables à ce que, dès l'instant où les détails techniques et juridiques auront été correctement formalisés, que les assureurs de la zone CIMA puissent intervenir et se positionner sur des actifs côté de façon transversale sur l'ensemble de ces marchés qui seront intégrés. Donc, si éventuellement il y a des modifications réglementaires à faire à ce niveau, ces modifications réglementaires, on regarde les discussions que nous avons de façon régulière avec le conseil régional, ces modifications réglementaires-là seront faites. Sur les questions de concurrence, tout à l'heure, mon collègue du Nigeria présentait quelques spécificités du Nigeria, notamment un taux d'inflation à 2 chiffres, alors que le retour sur investissement au niveau des sociétés est seulement de 1 chiffre. Donc, en réalité, en fait, si vous prenez une rentabilité nette de l'inflation, c'est quasiment une rentabilité négative. L'inflation, en réalité, il y a pas mal d'écrits à ce sujet. Il est difficile en fait à un assureur, notamment un assureur vie, de proposer des produits attrayants dans un contexte d'inflation. Si je dois placer aujourd'hui 100 francs qui demain ne valent rien du tout, il est préférable en fait de les consommer. Donc cet élément-là doit être pris en compte. Dans la réflexion que nous ferons, la CIMA n'est pas du tout fermée à échanger avec la FANAF et l'ensemble des partenaires sur le sujet, mais dans la réflexion que nous ferons, ce sera un élément qu'il faudra prendre en compte. Dans toutes les questions d'intégration, il y a toujours des critères de convergence. On veut intégrer, mais il faut mettre en place des critères de convergence. Également, il faut établir en fait un cadre d'échange d'informations entre les différentes autorités de supervision. Donc, nous comprenons très bien l'interpellation qui nous a été faite par le groupe Sounou. Nous avons déjà des accords de coopération avec l'autorité en charge de la supervision du marché des assurances au Ghana. Et également, sur quelques dossiers, nous faisons des échanges avec l'autorité de la supervision du Nigeria. Mais comme c'est des opérations qui sont relativement sporadiques, il n'y a pas encore eu
un accord formel qui soit signé entre ces différentes autorités. Nous prenons acte de l'ensemble des préoccupations qui ont été posées, notamment par le représentant du groupe Sounou. Nous disons simplement que le secrétaire général Assima, sur la question de la prise en compte des actifs, pour résumer, les actifs qui seront posés sur la bourse intégrée, elle n'a aucun problème par rapport à cela. Cependant, pour les autres actifs, il faudra examiner tous les critères en jeu avant de décider. S'il y a des inputs au niveau de la FADAF sur le sujet, le secrétaire général est prêt. Merci. Alors, ma présence ici, c'est surtout vous inviter parce que la Banque a fait énormément en Afrique en matière de financement du secteur financier, bancaire et non bancaire. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'activités avec les assureurs locaux. Les assureurs internationaux et régionaux, oui. Alors, nous voulons également, à travers notre présence ici, saluer les efforts de la FANAF et les performances depuis 2010 et nous voulons vous accompagner en tant que partenaire et sponsor dans les années à venir pour mieux préparer le terrain du développement. Alors, qu'est-ce que c'est que la BAD? Très brièvement, sans pour autant vous fatiguer, nous sommes une institution 3A, comme la Banque mondiale, la Banque asiatique, la Banque interaméricaine. Nous avons un bilan d'à peu près 20 millions d'actifs. Et notre intervention dans le secteur financier en Afrique s'élève à peu près à 3 millions d'unités de compte, à peu près 5 millions de dollars. Et nous intervenons non seulement dans le secteur financier, mais là également à travers des lignes de crédit et des prises de participation dans les banques, mais également à travers les fonds d'investissement et les projets. Pour les projets, je ne les présente pas ici, nous avons un portefeuille de 10 milliards dans lesquels les assureurs sont très timides pour prendre le risque tiers, c'est-à-dire intervenir dans une autre phase de nos projets. On sait qu'ils sont limités par les règles d'adéquation du capital et les règles de Bâle, mais il y a un grand marché et il ne faut pas rater ce marché. La BAD a soutenu bon nombre de projets de finance et assurance. On peut citer Africaré, Africa Trade Insurance ATI, ZRE, PTA Bank. Et nous avons supporté un certain nombre de banques, et vous pouvez voir les statistiques ici. Qu'est-ce qu'on veut faire avec vous? En utilisant les modèles que nous avons en ce moment. Et un des modèles c'est notre relation avec AFIG et NCA, parce qu'on a financé indirectement NCA comme institution. Alors, on a eu à financer toutes les phases de mobilisation de capital de l'Afrique, phase 1. Maintenant, dans la levée des fonds pour les 300 millions, nous sommes dedans. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dedans, c'est parce qu'à travers nous, la banque, et le fait que nous sommes ce qu'ils appellent encore strategic investors, on a pu attirer d'autres institutions telles qu'Africaré. Ils sont intervenus et beaucoup d'autres assurances internationales viennent, mais les assurances locales, peut-être qu'ils ne connaissent pas, que nous ne les connaissons pas et que c'est le moment de s'engager pour pouvoir faire mieux ensemble. Alors, qu'est-ce que nous comptons faire dans les années à venir? C'est de pouvoir travailler avec eux. Et ma présence ici est de commencer le dialogue pour que vous nous donniez vos idées, comment nous pouvons travailler ensemble, parce que nous avons de nouvelles ambitions, parce qu'on a un nouveau président, une institution qui cherche à muter, à aller beaucoup plus vers les fonds d'investissement, que ce soit les sovereign wealth funds ou les assurances, et faire également le lien. Si nous ne pouvons pas financer, comme nous sommes partenaires à beaucoup d'autres institutions financières de développement, qu'elles soient bilatérales, multilatérales, et même d'autres investisseurs, nous pouvons travailler ensemble. Mais comment travailler ensemble? Nous vous lançons le dialogue. On a fait un grand pas avec AFIC
On a fait un grand pas avec NCA et les banques et les institutions régionales de développement. Nous voulons aller en local. L'Afrique aux Africains, aider les institutions locales aussi bien que régionales et surtout travailler avec les assurances en Côte d'Ivoire pour faire un projet pilote que nous pouvons répliquer éventuellement dans d'autres régions. Sans trop tarder, parce que je suppose que les assureurs ont beaucoup parlé, ma présence ici, c'est vous inviter à nous visiter, à ce qu'on fasse quelque chose ensemble pour l'Afrique. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut porter plus loin. Je vous remercie pour votre patience. Je n'ai pas dit grand-chose, mais c'est une invitation. Je vous remercie. Merci. Je voudrais remercier chaleureusement les panélistes de cette journée spéciale finance. Nous avons cette fois encore, à travers toutes les interventions qui ont suivi, la preuve qu'il y a bien une synergie tout à fait naturelle entre l'assurance et la finance. Merci à tous pour ce mariage de raisons qui enrichit nos rencontres et que nous souhaitons durable. Merci à Fonds qui a permis ces échanges fructueux entre les assureurs et le monde de la finance. Je vous remercie. Et encore une fois, merci.